Et on continue la correction des exercices proposés aux examens de baccalauréat pour la section PC. Concernant toujours l'information génétique et les examens proposés lors des sessions normales 2020 et 2021, toujours pour la section PC. Et on commence par la session normale 2020. Donc on va corriger ici les exercices ou les derniers exercices du raisonnement scientifique de la deuxième unité, information génétique, proposée lors des sessions de 2020-2021 pour les PC. J'espère que vous les avez déjà résolus auparavant, sinon on va entamer la correction. Les moustiques Culex pipiens transmettent par leur piqûre de nombreuses maladies telles la filariose, la fièvre du Nil, etc. Ils deviennent actuellement résistants aux insecticides à base de carbamate. Pour expliquer l'origine de cette résistance, on propose les données suivantes. L'acétylcholinestérase, ACHE, est une enzyme qui hydrolyse l'acétylcholine au niveau des synapses cholinergiques. Cette dégradation est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux des insectes. Les carbamates agissent au niveau du système nerveux des insectes en inhibant l'activité de l'acétylcholinestérase. Le document 1 présente la réaction enzymatique de l'acétylcholinestérase, figure A, et l'action du carbamate sur le site actif de cette enzyme spécifique à la fixation de l'acétylcholine, figure B. Bien sûr, il faut bien lire les données du texte parce que les données présentées ici sont très importantes pour votre réponse. En vous basant sur le document 1, décrivez le mode d'action de l'acétylcholinestérase et l'effet du carbamate sur cette enzyme. On a ici l'enzyme ACHE, la voilà. Cette enzyme elle est nécessaire à la dégradation de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur nerveux. Vous avez déjà vu ce neurotransmetteur lors de vos études en première année. Donc cette enzyme, son rôle c'est quoi? C'est dégrader l'acétylcholine en choline et acétate. Donc puisque ces deux substances sont dégradées, elles vont être libérées. Ainsi, l'enzyme sera libre à agir de nouveau. Mais en présence du carbamate, ce dernier va se fixer sur le site actif de l'enzyme, donc il ne peut pas dégrader l'acétylcholine qu'on a ici. Et cela, bien sûr, va entraîner un dysfonctionnement du système nerveux de ces moustiques. C'est-à-dire que la CHE va toujours être occupée et ne pas dégrader l'acétylcholine. Donc, d'après les données du document 1, la figure A montre que après la fixation de l'acétylcholine sur le site actif de l'acétylcholinestérase, ACHE, une réaction d'hydrolyse libère la choline et l'acétate et régénère ainsi l'enzyme acétylcholinestérase dont le site actif est libre de nouveau à agir, bien sûr. Par contre, la figure B, après fixation du carbamate, la voilà, après fixation du carbamate, il occupe le site actif de l'acétylcholinestérase, qui devient donc incapable de dégrader l'acétylcholine au niveau des synapses. Ainsi, va entraîner bien sûr un dysfonctionnement du système nerveux des moustiques. Chez les moustiques Culex pipiens, la synthèse de l'acétylcholinestérase ACHE est contrôlée par un gène. Donc on a ici une enzyme qui est une protéine, et là on a un gène qui est bien sûr l'ADN. Ayant deux allèles différents, les moustiques résistants souche R possèdent deux allèles mutés, allèle ACR, alors que le moustique sensible souche S possède deux allèles sauvages, allèle ACS. Le document 2 présente les résultats des études de l'action d'un insecticide à base de carbamate sur les deux souches de moustiques. La figure A présente les mesures de l'activité de l'acétylcholinestérase de chaque souche en fonction de la concentration en insecticide à base de carbamate impliqué, et la figure B montre le taux de mortalité de chaque souche en fonction de la concentration en insecticide appliqué.
En exploitant le document 2, montrer la relation entre la mortalité des souches des moustiques S et R et l'activité de l'acétylcholinestérase, puis proposer une hypothèse pour expliquer la résistance des souches R à l'insecticide utilisé. Donc, pour montrer cette relation entre la résistance et l'insecticide, bien sûr, on doit analyser ces deux documents. Si on commence par le premier, chez la souche S, qu'est-ce qu'on peut constater? Que l'activité de l'enzyme acétylcholinestérase diminue. Remarquez ici, diminue avec l'augmentation de la concentration en insecticide. Et cela, bien sûr, va entraîner une augmentation de leur mortalité. C'est-à-dire que la mortalité augmente en augmentant la concentration de l'insecticide. Par contre, chez les moustiques mutés, les moustiques résistantes, qu'est-ce qu'on peut constater? Que l'activité de l'acétylcholinestérase n'est pas affectée. Remarquez ici, on a le même nombre. N'est pas affectée lorsque la concentration de l'insecticide augmente jusqu'à 10-2. Par contre, chez les moustiques résistantes, on constate que l'activité de la cholinestérase n'est pas affectée par l'augmentation de la concentration de l'insecticide qu'à partir de 1 mg par litre, et que la mortalité de ces moustiques, donc qui commence à une concentration d'insecticide de 10-2, elle augmente bien sûr jusqu'à 10-3. C'est-à-dire que la mortalité totale ou la mortalité est proportionnelle en fonction de la concentration en insecticide. C'est-à-dire que pour les moustiques sauvages, une faible concentration en insecticide elle est suffisante pour les tuer. Par contre, pour les moustiques résistantes, bien sûr, il faut qu'il y ait une grande quantité en concentration en insecticide, qui va atteindre bien sûr jusqu'à 10 à la puissance 3 mg par litre. Donc, pour expliquer la résistance des souches R, on peut proposer une hypothèse. C'est que la résistance de ces moustiques au carbamate est due à une modification au niveau de leur génome. C'est-à-dire qu'il y ait une mutation au niveau de leur gène, ce qui permet qu'ils deviennent résistants à cette substance ou à cette enzyme, l'acétylcholinestérase. Donc la relation entre la mortalité des moustiques des souches S et R et l'activité de l'acétylcholinestérase. Chez la souche S, l'activité de l'enzyme acétylcholinestérase diminue avec l'augmentation de la concentration de l'insecticide à base de carbamate et s'arrête définitivement une fois la concentration atteint 1 mg par litre. Cela est proportionnel à l'augmentation rapide de la mortalité des moustiques en fonction de l'augmentation de la concentration de l'insecticide utilisé et atteint. 100%. Cela est proportionnel à l'augmentation rapide de la mortalité des moustiques en fonction de l'augmentation de la concentration en insecticide utilisé et atteint 100% à une concentration de 1 mg par litre. Par contre, chez la souche R, l'activité de l'enzyme acétylcholinestérase n'est affectée par l'augmentation de la concentration de l'insecticide qu'à partir de 1 mg par litre, bien sûr, qui provoque une légère diminution de l'activité enzymatique. Cela est proportionnel à l'évolution de la mortalité des moustiques qui commence à une concentration d'insecticide 10 à la puissance 2 et augmente d'une façon significative pour atteindre 100% à une concentration qui est de 10 à la puissance 3 mg par litre de l'insecticide utilisé. Donc, comme hypothèse qu'on peut proposer, c'est que la résistance des souches R au carbamate est due à une mutation au niveau du gène codant la synthèse de l'acétylcholinestérase, provoquant ainsi un changement au niveau du site actif de cette enzyme. On peut bien sûr proposer autre hypothèse. La résistance des souches R au carbamate est due à une modification de structure de l'enzyme qui devient inactive. Donc toute hypothèse logique valable sera acceptée. Pour vérifier votre hypothèse, on propose ici le document numéro 3 qui donne la séquence nucléotidique d'un fragment de l'allèle brun non transcrit des gènes ACE codant pour la synthèse de l'acétylcholinestérase chez la souche S et la souche R. Document 4 présente un extrait du code génétique. En utilisant les données des documents 3 et 4,
Déterminer l'ARN M et la séquence des acides aminés correspondantes à chaque fragment du gène ACE chez les deux souches S et R. Vérifiez votre hypothèse en mettant en évidence la relation caractère-gène. Donc, comme toujours, vous n'avez qu'à recopier la succession des nucléotides du brin non transcrit. Et par complémentarité, vous allez réaliser le brin transcrit, puis l'ARN M, et grâce au codon obtenu, bien sûr, on va chercher des acides aminés correspondantes. Comme cela. Donc voilà pour la souche S et voilà pour la souche R. Donc là, bien sûr, on a le brin d'ADN non transcrit, le brin d'ADN transcrit, l'ARN M, et là, bien sûr, la succession des acides aminés pour former, bien sûr, ce qu'on appelle la protéine. Donc, pour vérifier notre hypothèse et pour montrer qu'il y a relation caractère-gène, on doit bien sûr comparer les résultats obtenus entre les brins d'ADN non transcrits et le brin d'ADN non transcrit, c'est-à-dire chez la souche S et chez la souche R. Donc, par comparaison, qu'est-ce qu'on peut constater? ATC, ATC, TTC, TTC, GGG, la voilà, GGT, la voilà, GGC, on a ici AGC. Donc, il y a une modification de G par A au niveau du brin non transcrit, ou un C par T. Cela au niveau du brin transcrit, c'est-à-dire à la position 247. Et bien sûr, il y a ce qui a entraîné une modification de l'acide aminé glycine par une autre qui s'appelle la sérine. Et cette modification, bien sûr, a entraîné une modification de l'enzyme synthétisée, ce qui a permis au moustique d'être, bien sûr, résistante au carbamate. Donc, ça prouve qu'il y a une relation caractère-gène. Et notre hypothèse, bien sûr, elle est juste, puisque cette résistance est due à une variation au niveau du génome, au niveau de l'ADN des moustiques. Donc voilà. Donc, il y a un G qui a été remplacé par AA au niveau du brin non transcrit, un C par T au niveau du brin transcrit. Donc, cela, bien sûr, a entraîné une modification de la glycine qui devient une sérine. Donc, une mutation par substitution du nucléotide G par AA au niveau du triplet 247 du brin non transcrit du gène codant la synthèse de l'acétylcholinestérase, ou substitution de C par T au niveau du brin transcrit chez la souche R. Donc, ça entraîne une substitution de l'acide aminé glycine par la sérine au niveau de la séquence des acides aminés de l'enzyme, ce qui entraîne une synthèse d'acétylcholinestérase modifiée, donc enzyme incapable de fixer le carbamate, ce qui permet bien sûr de vérifier notre hypothèse. La drosophile de phénotype sauvage, à corps gris, rayé et aux yeux rouges, a subi de nombreuses mutations portant sur la couleur du corps et des yeux. La mutation black se traduit par un corps noir, alors que la mutation cinnabar et la mutation cardinale se traduisent par des yeux à couleur différente de celle de mouches sauvages. Pour déterminer le mode de transmission de ces caractères non liés au sexe, on propose des résultats des études suivantes. Étude 1. Des croisements ont été réalisés entre deux groupes de drosophiles de lignée pure. Vous voyez ici, on voit donc que les parents sont de lignée pure. Groupe A, drosophile sauvage à corps gris rayé et aux yeux rouges. Groupe B, drosophile mutante à corps black et aux yeux cinnabar. Le premier croisement, c'est-à-dire entre A et B, donne une génération F1 composée de drosophiles à phénotype sauvage, corps gris rayé et des yeux rouges, alors que le deuxième croisement entre une drosophile de la génération F1 avec des drosophiles du groupe B donne ces résultats-là. En exploitant les résultats du premier et du deuxième croisement, déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. Puisque ici on a deux caractères, donc on est dans un cas de hybridisme. Et pour montrer, c'est-à-dire le mode de transmission, on doit bien sûr démontrer la dominance pour les deux gènes, leur locus, c'est-à-dire s'ils sont sur le autosomal ou chromosome sexuel, et bien sûr s'ils sont portés par le même chromosome ou sur des chromosomes différents. Donc pour cela, on commence par le premier croisement. Qu'est-ce qu'on constate? On a une génération F1 qui est homogène. Phénotype sauvage,
corps gris rayé et les yeux rouges. Puisque les parents sont de race pure, d'accord? Donc la génération F1 homogène prouve que la première loi de Mendel est vérifiée et que la génération F1, les individus de la génération F1 sont hétérozygotes. Et puisqu'ils ont un phénotype sauvage parental, c'est-à-dire que les caractères sauvages sont les dominants, alors que les caractères mutés sont les récessifs. Ainsi, on note les dominants, c'est-à-dire corps gris par grand G et l'autre par petit g, alors que les yeux rouges grand R et les yeux cinnabar petit r. Pour le deuxième croisement, qui est un croisement qu'on peut appeler backcross entre l'individu F1 avec des drosophiles du groupe B qui sont bien sûr à phénotype récessif. On obtient ici une génération qui est hétérogène, composée de 4 phénotypes différents, mais à des pourcentages aussi différents. Seulement, les drosophiles sauvages et drosophiles corps black et aux yeux cinnabar sont les plus représentés, c'est-à-dire ils sont majoritaires, à peu près 92%, alors que seulement 8% des autres qui sont bien sûr qu'on appelle recombinés, puisqu'on a les parentaux, c'est-à-dire phénotype parental supérieur au phénotype recombiné, donc on peut dire que les gènes sont liés. Donc on est ici dans un cas de dihybridisme avec dominance des gènes, des allèles pour chaque gène, et bien sûr qui sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Mais c'est autosomal. Donc l'interprétation des résultats du premier croisement. L'étude de transmission de deux caractères héréditaires, couleur du corps et des yeux, montre qu'il s'agit d'un cas de dihybridisme. Les individus de la génération F1 ont un phénotype parental sauvage, montre qu'il y a dominance des deux allèles correspondant aux responsables du corps gris rayé R et des yeux rouges par rapport aux allèles récessifs responsables du corps black et des yeux cinnabar. Le deuxième croisement est un rétrocroisement ou backcross qui a donné une descendance composée de quatre phénotypes différents, dont deux phénotypes parentaux 92% et deux phénotypes recombinés 8%, donc les deux gènes sont liés. Étude numéro 2. Des croisements ont été réalisés entre deux groupes de drosophiles de lignée pure encore. Groupe C, drosophile sauvage à corps gris rayé et aux yeux rouges. Groupe D, drosophile mutante à corps black et aux yeux cardinal. Et on a ici les résultats du premier, du troisième croisement et du quatrième croisement. En exploitant les résultats du troisième et du quatrième croisement, déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. Donc le troisième croisement, qu'est-ce qu'il démontre? Que les parents qui sont de lignée pure après leur croisement donnent une génération F1 composée d'individus à phénotype sauvage. Donc toujours les phénotypes sauvages sont dominants par rapport au phénotype mutant. Alors que le quatrième croisement, qui est encore un backcross, on constate ici l'obtention de 4 phénotypes différents, mais de même proportion, 25%, etc. Donc ça montre que les deux gènes sont indépendants, chacun est porté par un chromosome différent. Au troisième croisement, les individus de F1 ont un phénotype parental sauvage, donc dominance, de deux allèles responsables du corps gris rayé grand G et des yeux rouges grand R par rapport aux allèles récessifs responsables du corps black petit g et des yeux cardinal petit r. Quatrième croisement, c'est un rétrocroisement, c'est-à-dire un backcross qui a donné une descendance composée de 4 phénotypes avec des pourcentages égaux, 25%. Donc les deux gènes étudiés sont indépendants, c'est-à-dire portés par deux gènes différents, bien sûr, qui sont autosomaux. Montrer que les résultats de ces croisements troisièmement, montrer que les résultats de ces croisements prouvent l'existence de deux gènes différents contrôlant la couleur des yeux chez la drosophile. Du deuxième croisement, qu'est-ce qu'on a pu constater? Que les yeux cinnabar et la couleur du corps sont liés et que la couleur des yeux est présente soit la coloration rouge, soit la coloration cinnabar. Alors que pour le quatrième croisement, les gènes sont indépendants et le gène contrôlant la coloration des yeux peut être soit cardinal, soit rouge. Donc ceci prouve que la couleur des yeux est contrôlée par deux gènes. Alors, du deuxième croisement, le gène responsable des yeux cinnabar, qu'on a indiqué petit r, et le gène de la couleur du corps
petit g sont liés, c'est-à-dire portés sur le même chromosome. Du quatrième croisement qu'on a ici, le gène responsable des yeux cardinal qu'on a noté petit d et le gène responsable de la couleur du corps qu'on a noté toujours petit g sont indépendants, c'est-à-dire situés sur deux chromosomes différents. Donc ceci prouve que la couleur des yeux est contrôlée par deux gènes, qui sont bien sûr indépendants. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement. Donc on a le parent et on a F. Le phénotype petit g petit r, grand G, grand R. F qui est la génération hétérozygote, voilà grand G, grand R, petit g petit r, alors que l'individu P il est récessif, donc petit g petit r, donc c'est son génotype. Il va donner 100% de gamètes petit g petit r, alors que l'individu de F1 va donner bien sûr 4 types de gamètes, et puisque les gènes sont liés, leur pourcentage est bien sûr 46% grand G grand R, 46% petit g petit r, 4% grand G petit r et petit g grand R représente aussi 4%. Et lorsqu'on fait l'échiquier, on va donner bien sûr ces résultats-là qui sont bien sûr conformes aux résultats expérimentaux obtenus. Donner l'interprétation chromosomique du quatrième croisement. Alors pour le quatrième croisement, on a aussi P et F. P qui est bien sûr récessif, mais maintenant on a le génotype, enfin le phénotype petit g grand D parce qu'il est le cardinal. Voilà donc son génotype et voilà les gamètes qu'il va donner bien sûr à 100%. Alors que l'individu F1, puisque les gènes sont indépendants, bien sûr chacun va être présenté séparément. Grand G petit g, grand D petit d et va donner bien sûr un pourcentage égal des gamètes. Et lorsqu'on fait le tableau, on a les résultats suivants que voilà. Donc les résultats sont conformes aux résultats expérimentaux obtenus. Et dernièrement, expliquer les pourcentages des phénotypes obtenus dans la descendance du quatrième croisement en illustrant votre réponse par un schéma. C'est-à-dire que ces résultats qu'on a obtenus ici, à 25% chacun, pourquoi on a obtenu 4 phénotypes différents. 2 phénotypes qui sont parentaux et 2 phénotypes qui sont recombinés. Pour obtenir les recombinés, il faut bien sûr accepter qu'il y a un brassage interchromosomique, puisqu'on parle de gènes indépendants. Voilà. Donc la descendance des quatrièmes croisements est composée de phénotypes parentaux et recombinés en pourcentage égaux. Ceci s'explique par un brassage interchromosomique. Dans le schéma est le suivant. Vous avez ici la cellule de l'individu avec les chromosomes qui sont bien sûr indépendants. Et là, bien sûr, la séparation des chromosomes lors de la méiose, division réductionnelle et division équationnelle, pour donner 4 types de gamètes aux mêmes proportions, 25%. Donc vous n'avez qu'à modifier le A par un G et le B par un D. Donc on passe à la correction de l'exercice proposé à la session normale 2021. Donc si vous voulez arrêter la vidéo pour le réaliser tout seul, allez-y, sinon on va commencer la correction. Pour étudier le mode de transmission des caractères héréditaires chez le poulet, on propose les données suivantes. Le document 1 présente le cariotype chez le poulet de la race coucou de Malines. La figure A présente le cariotype de la poule et la figure B présente le cariotype du coq. Comparez les deux cariotypes du document 1 et donnez la formule chromosomique de la poule et du coq. Remarquez bien les figures. On a des chromosomes qui sont bien sûr présentés par paire. Donc le coq et la poule sont des êtres diploïdes. Et on a 37 ou 39 paires. 38 paires sont autosomaux et une paire qui est sexuelle. Pour la poule A, le chromosome sexuel est présenté sous forme de ZW, alors que chez le coq, il est présenté sous forme de ZZ. Donc le coq, elle est homogamétique, alors que la poule, elle est hétérogamétique. Donc la formule chromosomique sera 2N est égal à 78. Donc 38 AA, ZW pour la poule, et 38 AA
plus ZZ pour le coq. Donc la comparaison du caryotype de la poule et du coq montre que la poule et le coq sont des diploïdes, puisque les chromosomes sont distribués par paire. On a 2n est égal à 78. La poule et le coq possèdent 38 paires de chromosomes autosomaux. Chaque paire contient 2 chromosomes homologues et une paire de chromosomes sexuels. Chez la poule, cette paire de chromosomes sexuels est présentée sous forme ZW, donc elle est hétérogamétique, c'est-à-dire qu'il donne deux types de gamètes différents, c'est-à-dire grand Z et grand W, alors que le coq, qui a 2 chromosomes sexuels identiques ZZ, qu'on appelle homogamétique, et bien sûr qui va donner seulement un seul type de gamète, Z. Pour la formule chromosomique, pour la poule, 2Z est égal à 38AA plus ZW, c'est-à-dire 78. Pour le coq, 2Z est égal à 38AA plus ZZ est égal à 78. Chez le poulet de race coco de Malines, le plumage est soit uni de couleur noire homogène ou barré, rayé noir et blanc. On suppose que chez cette race, le caractère du plumage barré est gouverné par un seul couple d'allèles localisé sur un autosome. Donc ça, c'est une hypothèse qui est proposée dans le texte. C'est-à-dire que le gène est transporté par un autosome. Donc c'est une hypothèse qui est proposée. Donc là, vous avez les documents. Vous avez le croisement 1, le croisement 2, 3 et 4. En exploitant les données précédentes, vérifiez l'hypothèse, c'est-à-dire cette hypothèse qu'on vous donne ici. Proposée, votre réponse doit inclure le mode de transmission du caractère étudié, ainsi que l'interprétation chromosomique des résultats des croisements 1, 2, 3 et 4, à l'aide d'échiquiers de croisement. Utilisez grand B au petit b pour le plumage barré et n petit n pour le plumage uni. Donc, puisque ici on étudie l'aspect ou la couleur du plumage, donc on a seulement un seul caractère, donc on est dans un cas de monohybridisme. On prend le premier croisement, on a la poule à plumage barré et le mâle à plumage uni, donne une génération qui est hétérogène. Les poules à plumage uni et les coqs à plumage barré. Les coqs ont l'aspect ou le phénotype de leur mère. Ceci prouve qu'il y a une relation au chromosome sexuel, c'est-à-dire que le gène étudié est porté par le chromosome sexuel X, bien sûr, dans ce cas c'est Z, ce qui infirme l'hypothèse proposée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas portée par un autosome, mais par un chromosome sexuel. Remarquez le croisement 3. La poule à plumage uni et le coq à plumage barré. C'est le réciproque de celui-là. Et on obtient une génération unie. Tous les poules, c'est-à-dire tous les poulets, coqs et poules, sont à plumage barré. Puisque ici on a un croisement réciproque et on a ici des résultats qui sont différents, donc ça prouve que le gène étudié est porté par un chromosome sexuel, dans ce cas c'est Z. Donc on constate que le premier et le troisième croisement sont des croisements réciproques et ne donnent pas le même résultat en F1. En plus, le premier croisement entre deux lignées pures de poulets donne une descendance F1 hétérogène, 50% à plumage uni et 50% à plumage barré. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, ce qui induit que le gène responsable du plumage de poulet est lié au sexe, c'est-à-dire porté par le chromosome Z. Et par conséquent, l'hypothèse proposée n'est pas vérifiée. Les individus de la génération F1 du troisième croisement ont un phénotype parental, c'est-à-dire plumage rayé, ou plutôt barré, ce qui indique qu'il y a une dominance de l'allèle à plumage barré, qu'on note grand B, par rapport à l'allèle récessif, plumage uni, qu'on note N. Donc on a ici un monohybridisme avec dominance d'un allèle sur l'autre, et porté bien sûr par un chromosome sexuel. Donc l'interprétation chromosomique du premier croisement P1, P2, P1, P2, c'est-à-dire le coq et la poule. Donc la poule ZB, c'est-à-dire rayée, barrée, ZBW,
et le coq qui a plumage uni, donc Zn, Zn. Puisqu'il est homogamétique, va donner 100% de gamètes Zn, alors que celle-ci, elle est hétérogamétique, va donner 50%, 50%. Lorsqu'on fait l'échiquier, on va obtenir un demi de coq ZB, Zn, c'est-à-dire elles sont barrées, que voilà, et les poules ZNW, elles sont unies, que voilà. Donc les résultats sont conformes. Pour le deuxième croisement, le croisement F1 fois F1 va donner une génération F2 qui est composée de poules à plumage barré et des poules à plumage uni, de même des coqs à plumage barré et plumage uni. Donc pour cela, on va réaliser l'interprétation chromosomique. Donc F1 et F1, les poules sont unies, voilà N, et les mâles, c'est-à-dire les coqs, sont barrés, voilà grand B. Leur génotype et bien sûr leur gamète. Et là, on va avoir un quart de poules à plumage uni. Voilà les poules à plumage uni et les poules à plumage barré. Et les coqs à plumage uni et les coqs à plumage barré. Donc ceci aussi est conforme au résultat obtenu. Troisième croisement. P1 fois P1, c'est-à-dire le troisième croisement entre deux individus, le croisement réciproque de celui-là. Donc on a la poule qui est unie et le coq qui est barré. Voilà leurs génotypes puisqu'ils sont purs, leurs gamètes et le tableau obtenu que voilà, on va obtenir 50%, 50%. On va obtenir 50% de coq barré, le voilà, et 50% de poules barrées, là voilà. Donc ceci aussi conforme au résultat. Et lorsqu'on fait un croisement entre ces individus F1 fois F1, on obtient ça. Donc on va vérifier. Donc F1 fois F1, les deux sont barrés, les voilà. Donc ZBW, ZBZN, les deux vont donner sur un demi des gamètes, de même pourcentage. Et lorsqu'on fait le tableau, on va obtenir ces résultats-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le plumage uni pour les poules, plumage barré pour les poules et 50% du plumage barré pour les coqs. Donc ZB c'est un coq barré, ZBZN c'est un coq barré, ZBW c'est une poule barrée et une poule qui est unie. Donc ces résultats aussi sont conformes aux résultats obtenus. Afin de déterminer la relation gène-caractère, on propose l'étude de l'hémochromatose, une maladie héréditaire qui entraîne chez l'homme une accumulation progressive du fer dans le foie, le pancréas et le cœur. Le fer est un minéral essentiel impliqué dans de nombreuses réactions métaboliques, mais il devient toxique lorsque sa concentration dépasse les valeurs normales. Les stocks de fer sont strictement adaptés aux besoins de l'organisme. Cette dérégulation se fait sous l'effet de l'hepcidine, une protéine sécrétée par le foie au niveau des cellules intestinales, qu'on appelle entérocytes, où s'effectue l'absorption du fer alimentaire. Le document 1 montre les éléments qui interviennent dans cette régulation. À partir du document 1, décrivez le mécanisme de régulation des stocks de fer au niveau de l'organisme et déduisez l'effet de l'hepcidine. Alors remarquez, pour le document qu'on a, là on a une cellule intestinale dont le rôle est l'absorption du fer alimentaire. Donc le fer alimentaire est absorbé par la cellule intestinale grâce à un transporteur, que voilà. Puis ce fer va sortir vers le sang grâce à une protéine membranaire qu'on appelle la ferroportine. Ce fer qui est porté par le sang va aller vers le foie ou bien sûr va s'accumuler. Et en cas de l'augmentation du taux du fer dans le foie, ce dernier va sécréter une enzyme, c'est-à-dire une protéine, qu'on appelle l'hepcidine. Cette dernière va dégrader la protéine membranaire, la ferroportine, ce qui va inhiber la sortie du fer. Ce dernier, bien sûr, va s'accumuler dans des lysosomes au niveau de la cellule
intestinal, l'entérocyte, et bien sûr va s'accumuler sous forme de ce qu'on appelle la ferritine. Donc d'après le document, on peut dire que le fer alimentaire est absorbé par les cellules intestinales qu'on appelle entérocytes par l'intermédiaire d'un transporteur de fer que voilà, et va passer vers le sang à travers des transporteurs appelés ferroportines pour qu'ils soient stockés dans le foie. En cas d'augmentation du stock du fer dans le foie, ce dernier sécrète la protéine hepcidine qui va dégrader la ferroportine, c'est-à-dire les transporteurs, au niveau des entérocytes, ce qui arrête ou inhibe le passage du fer des cellules intestinales vers le sang et augmente son accumulation sous forme de ferritine dans les cellules intestinales. Donc l'hepcidine diminue le fer circulant plasmatique en bloquant son absorption intestinale. La synthèse hépatique de l'hepcidine est déclenchée par la protéine HFE. Cette protéine est codée par le gène HFE localisé sur le chromosome 6. Donc vous voyez ici un chromosome autosomal. Ce gène existe sous deux formes alléliques. À l'allèle HFE sauvage, codant pour une protéine HFE normale qui permet la synthèse du normal de l'hepcidine chez une personne saine, et l'allèle HFE muté, codant pour une protéine HFE anormale qui induit la perturbation de la synthèse de l'hepcidine chez une personne atteinte de l'hémochromatose. Le document 2 présente bien sûr la séquence nucléotidique codante des allèles HFE brin non transcrit. Vous voyez ici le brin non transcrit. Et le document 3 présente le code génétique. En vous basant sur le document 2 et 3, déterminez la séquence d'acides aminés de la protéine HFE correspondante à l'allèle HFE sauvage et à l'allèle HFE muté. Donc, comme toujours, vous n'avez qu'à recopier cette séquence de nucléotides d'ADN non transcrits. Et par complémentarité, vous allez avoir le brin d'ADN transcrit, puis l'ARN M, et grâce au codon obtenu, bien sûr, on peut chercher ici dans le tableau les acides aminés correspondants comme cela. Voilà donc pour l'allèle HFE sauvage et l'allèle HFE muté. Donc pour expliquer l'origine de l'hémochromatose, en précisant la relation gène-caractère. Donc pour cela, on doit bien sûr comparer ces deux résultats obtenus. Là, on a bien sûr le gène présenté par l'allèle, et là aussi, là on a la protéine présentée par la succession des acides aminés. Donc pour trouver la relation entre ces deux-là, bien sûr, on doit faire une comparaison entre le brin non transcrit de l'ADN dans le cas sauvage et le brin non transcrit de l'ADN dans le cas muté. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On n'a qu'à chercher. Donc, CAG, AGA, TAT, ACG, TGC, ATGA. Voilà, ici, il y a une faute. Donc, TGA, TGC, TAC. Donc, on a ici une modification de G par un A dans le brin non transcrit ou un A par un C par un T au niveau du brin transcrit. Cela, bien sûr, va entraîner une modification de l'acide aminé. Au lieu de la cystine, on va avoir ici la tyrosine. D'accord? Donc G par A ou C par T au niveau de la position 282, ce qui va modifier l'acide aminé cystine par la tyrosine. Cette modification, bien sûr, a entraîné une modification au niveau de la protéine, donc au niveau de l'enzyme ou la protéine obtenue, donc c'est responsable de la maladie. Donc il y a une relation entre gène et caractère. Chez la personne atteinte d'hémochromatose, une mutation de substitution du nucléotide G par A au niveau du triplet 282 du brin non transcrit du gène codant pour la synthèse de la protéine HFE, ou substitution de C par T au niveau du brin transcrit entraîne une substitution de cystine de l'acide aminé cystine par la tyrosine au niveau de la séquence des acides aminés de la protéine HFE, donc synthèse d'une protéine HFE non fonctionnelle et pas de synthèse de l'hepcidine
au niveau des cellules hépatiques, d'où augmentation du taux de fer circulant et son accumulation progressive dans le foie, le pancréas et le cœur, d'où l'apparition de l'hématochromatose. Donc, un changement au niveau de la séquence nucléotidique du gène induit un changement au niveau du caractère et apparition d'un nouveau phénotype, relation gène-caractère. Faites qu'il y ait peu d'exercice de la restitution des connaissances concernant la troisième unité, transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et loi statistique, proposée lors des dernières sessions du baccalauréat pour les sections SVT et PC. Je vais corriger les exercices de cette unité proposés pour la section Sciences Maths A pour généraliser le profit. Mais auparavant, on va voir des examens proposés, examen de la restitution des connaissances présentés lors de la session normale 2020 SVT et la session de rattrapage 2020 SVT, ainsi que pour la session normale 2021. Je vous laisse ces exercices à réaliser chez vous pour les corriger la prochaine fois. À la prochaine vidéo et bon courage.